Kiosque de ce mercredi 25 octobre 2023 avec nos invités ce matin, Serge Nseka, Christian Moleka et Joseph Kongolo. Nous allons aborder notamment cette guéguerre d'invalidation des candidatures, ce saga judiciaire avec des candidats ou autres personnes autrement identifiées qui introduisent des requêtes à la Cour constitutionnelle pour invalidation des candidats, des candidatures pour la présidentielle de 2023. Nous allons analyser ce dossier, ce sujet avec nos invités. Alors nous allons revenir également sur les présumés détournements de 25 millions de dollars américains imputés à l'ancien directeur général, ancien PCA de la GECAMIL, et puis le directeur général de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, l'ancien directeur général, et d'autres personnes. Et les premiers présidents de la Cour de compte a saisi à ce sujet la Direction générale de migration pour interdire Albert Yuma Deogracias Mutombo de quitter les pays. Ils sont soupçonnés de détournement de 25 millions de dollars américains, et puis leurs comptes sont également gelés au niveau des banques commerciales. Et puis cette information ou dénonciation du gouvernement par rapport à l'incursion rwandaise, où les images à travers des drones ont démontré les militaires rwandais qui ont fait incursion en République démocratique du Congo. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. C'est Nseka. Bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à Christian, mon co-débatteur qui est déjà sur l'écran, et puis à l'équipe de Monthierry, Moreau, et à ceux qui suivent cette émission. Je voudrais profiter de cette matinée pour souhaiter un joyeux anniversaire. Ça n'arrive pas tout le temps à Maître Mena Roland Maître Kwanzambi et Patrice Emery Mandundu, Maître Mandundu, qui fête Maître Land Mandundu qui fête leurs anniversaires aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui suivent un peu le débat au plus haut niveau, et puis plein vent à eux et à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Merci Serge. Christian Moleka, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Ça fait un temps que je ne suis plus repassé. Je voulais saluer tous qui nous suivent, et particulièrement peut-être commencer par un petit cri d'appel à la police congolaise. On a encore abattu quelqu'un à Kimbanté il y a 2-3 jours, derrière Ngwanza sur l'avenue Boussoulou, par balle. Donc c'est pas que la 40e victime à balle. Et l'insécurité bat son plein dans la Tchangou, qu'il s'agisse de Kimbanté ou Wanzele. Que les décideurs prennent vraiment les mesures qui s'imposent, parce que ça ne va pas. Voilà. Alors Christian Moleka, je reste avec vous avec le premier sujet. Guerre d'invalidation des candidatures. On a vu cette Kikouni, on a vu un certain Junior qui a introduit une requête en invalidation contre la candidature de Moïse Katumbi. Il y a également Sanga contre la candidature du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Noël Tchani, hier encore, contre Moïse Katumbi. Quelle analyse vous faites de cette guerre d'invalidation? La particularité cette fois-ci, c'est que depuis le début du processus électoral, nous avions des initiatives qui venaient essentiellement du camp du pouvoir en place. Ça veut dire une volonté d'amener une loi Tchani qui aurait exclu certains acteurs, une volonté d'amener par exemple Matata à répondre de sa responsabilité au niveau de la Cour. La particularité cette fois-ci, nous avons une opposition qui prend de plus en plus d'initiatives et qui fait preuve d'agressivité. Ça montre que nous sommes dans un processus politique qui va être très très agressif, parce que chaque parti maintenant répondra à chaque coup par initiative. Donc c'est un indicateur d'un processus électoral qui sera très très difficile, parce qu'il y a beaucoup d'agressivité. Ça a commencé dans les discours, ça a commencé en dehors au niveau du Parlement avec le projet de loi Tchani. Aujourd'hui, ça va au niveau de la justice. Demain, ça pourra finir ailleurs. Vous avez vraiment de l'agressivité dans les processus. Deuxièmement, c'est que autant la loi Tchani a été initiée au niveau législatif pour écarter la candidature de quelques opposants, autant la même logique demeure. Ça veut dire exclure certains candidats du processus pour permettre à d'autres candidats d'être plus à l'aise. Mais cette démarche
de non-inclusion, c'est ça qui participe justement à créer cette conflictualité des plus. Parce que l'opposition également réagit en prenant les mêmes armes, à savoir une démarche juridique. Et maintenant, c'est la Cour de faire preuve de, je dirais, d'intelligence. Parce que ce qui va se jouer derrière, c'est également la crédibilité de la Cour. Dans le prononcé, lorsqu'on parle des parties prenantes dans le processus électoral, il n'y a pas que la CENI, il y a également les cours des tribunaux. Et là, il va sortir de ces différentes initiatives un jugement sur la crédibilité ou non de la Cour constitutionnelle, qui est un acteur important quand il faudra demain régler les contentieux. Donc si la Cour aujourd'hui, dans les différentes saisines qui ont été faites, se prononce de telle ou de telle autre manière, ce sera pour telle ou telle autre partie prenante un indicateur pour dire cette Cour est crédible ou non quand il faudra régler les contentieux. Donc nous avons là des matériaux de futurs conflits demain d'interprétation ou de crédibilité des institutions comme la Cour constitutionnelle. Alors ces démarches vont aboutir de la façon dont vous le voyez, ou ce sont des démarches vouées à l'échec? Bon, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'interprétation que donnera la justice. C'est-à-dire de voir peut-être un autre candidat saisir la Cour pour l'invalidation des candidatures d'une autre personne. Il y a des conditions de saisine. Hein? Il y a des conditions de saisine. L'article 25 de la loi électorale définit des conditions de saisine. La démarche que tu vois dit, je ne suis pas en train de remplacer la Cour. Est-ce qu'elle remplit les conditions de saisine? Parce qu'il y a des conditions. Il faut être soit candidat qui veut postuler, soit un regroupement politique, soit un candidat individuellement pour ou par ses avocats. Est-ce que pour saisir la Cour okay. en annulation d'une candidature? Donc il y a des conditions de saisine. Est-ce que les différentes requêtes qui ont été déposées respectent à la fois les conditions de saisine, les délais réglementaires? Ça, ce sont des questions de forme puis de fond que la justice pourra aborder. Maintenant, moi, je me pose des questions, non pas sous le droit, parce que la question, elle est politique. Si vous allez sous le champ politique... Politique et droit aussi, parce qu'on doit respecter, comme vous avez dit, la démarche... La question est fondamentalement politique, parce qu'il s'agit de régler qui vont ou non compétir dans le processus électoral. Okay. Et donc, le jugement de la Cour déterminera qui ou non vont compétir dans le processus électoral, déterminera quel type d'élection nous aurons, inclusif ou non, et déterminera également si nous aurons des conditions de tensions communautaires ou d'apaisement. Rappelez-vous qu'un candidat comme Katumbi, qui a une forte base au Katanga, éliminer un tel candidat aura de l'incidence dans la compréhension du jeu électoral, y compris dans les rapports. Il a été éliminé en 2018 aussi, bien qu'il n'avait même pas déposé, mais on l'avait écarté. Oui, nous sommes à 2 mois des élections. C'est différent d'un processus qui va très long. Donc, et les conditions historiques ne sont pas les mêmes. Ça veut dire, si vous prenez 2016, vous prenez les conditions de 2016, vous avez essentiellement un pouvoir qui était fait mandat, pour lequel il y avait plus ou moins unanimité des différentes parties prenantes de le faire partir. Et le contexte historique de 2016 a favorisé l'émergence de Fayoulou, parce que non seulement c'est Katumbi qui a été écarté, il n'était pas le seul, Bemba n'a pu pas postuler à cause de la subordination, Mouzitou non plus, et donc le fait qu'il y avait tout un mécanisme pour écarter différents opposants a favorisé la mise en commun. Le scénario aujourd'hui n'est pas très loin, c'est vrai, parce que l'écartement de Katumbi aura peut-être le mérite d'aider l'opposition à avoir un ticket plus facile à constituer, autour d'une unanimité, peut-être autour de Mukwege ou je sais pas de Fayoulou, mais ça favorisera un candidat commun, ce qui, de mon point de vue, serait une faute stratégique pour le pouvoir, parce que quand vous éliminez Katumbi, sachez bien qu'il pèsera autrement dans le processus à travers une candidature commune. Et qu'une opposition dispersée, stratégiquement, est à l'avantage du pouvoir. Donc il faut en même temps se questionner sur la stratégie qu'on met en place. Et deuxièmement, c'est que si en 2016 il a été éliminé, aujourd'hui il a suffisamment de raisons de vouloir rester, parce que c'est 2 précédents. Donc est-ce qu'il aura une 3e possibilité de postuler? C'est une équation auquel on ne pourra pas répondre aujourd'hui. Donc les contextes ne sont pas toujours les mêmes, et aujourd'hui, à quelques mois d'élection, alors que sa candidature a été déposée, alors que je ne vais pas faire la place de la justice, parce qu'il faudrait aborder les questions des fonds, une telle démarche mettrait beaucoup plus de tension sur le processus électoral. Non seulement des tensions d'un point de vue politique, des tensions également d'un point de vue communautaire. Voilà, merci Christian Moleka. Alors, Serge Ntseka, votre analyse également, des signaux montrent déjà qu'il y aura attention, comme vient de dire Christian Moleka. Mais le fait de voir, par exemple, des candidats présidents, Seth Kikoni, Noël Tchani, qui déposent des requêtes en annulation des autres candidats, est-ce que ça démontre pas qu'ils sont des candidats sous-traités? Et puis, il faudrait-il pas qu'ils se battent par rapport au projet de société qui est de chercher à neutraliser les autres? Je pense qu'on est en présence d'un jeu de ping-pong où le candidat
cherche à se régler des comptes. Rappelez-vous qu'au départ, les gens de Katumbi pensaient, criaient déjà à la volonté du pouvoir de vouloir écarter leur candidat, Moïse Katumbi, jusqu'à la fin. La candidature est passée au niveau de la CENI et la deuxième étape, c'est au niveau des cours et tribunaux. Et l'opposition saisit la balle au banc, essaie aussi de saisir la justice pour invalider les challengers de la majorité par Sesanga, notamment Setkikouni. Et bon, sans rentrer dans le fond, pour Sesanga, il s'agirait des noms qu'on aurait ajouté un deuxième prénom alors que cela n'avait pas existé. Bon, cette théâtralisation à la fin traduit à la fois la vitalité d'une certaine démocratie, parce que nous avons les privilèges au Congo d'avoir ces jeux-là, ces jeux politiques, ces jeux démocratiques, où quelqu'un peut se permettre d'invalider le candidat président. Je ne m'imagine pas cela au Congo-Brazza, moins encore au Rwanda ou en Ouganda. Non, nous, il faut reconnaître que nous avons pris de l'avance sur nos voisins de l'Afrique centrale, en ce qui concerne le processus démocratique, même électoral, même si, bon an, mal an, cela avance quand même, Tindikatsakal, quoi. Donc, on serait à notre quatrième scrutin si tout devait marcher comme il se doit. Mais la réalité, c'est quoi? Ces tentatives d'invalidation nous détournent un peu de l'essentiel. Il faut reconnaître que par rapport au calendrier électoral, nous avons acquis quelques retards, notamment en ce qui concerne l'acquisition et acquérir et puis distribuer les kits électoraux un peu partout à travers le pays. La formation des agents et mettre à disposition le moyen, en ordre de bataille, les moyens logistiques pouvant permettre l'acheminement des kits électoraux et tout le reste. Il y a autant de difficultés, même au niveau de la CENI, la question d'argent, je ne sais pas si cela a vraiment été réglé. Alors là, nous focalisons, nous sommes focus sur quelque chose qui apparaît, qui nous distrait, parce que là, si vous suivez épisodiquement, nous avons des éléments qui occupent l'actualité, le devant de l'actualité, mais le candidat sérieux en ce moment-là, à ce moment-ci, ne devait pas être en train de regarder la candidature de l'autre, mais plutôt des bonnes guerres. Préparer, oui, des bonnes guerres, mais dans quel but? On risque encore de perdre du temps. Imaginez qu'on s'embourbe encore une fois dans des procès en annulation et tout, qui débordent du temps qu'il faudrait. Parce que la justice aussi a un timing qu'il faut bien déterminé par rapport à la réponse à apporter à ces demandes, à la requête en annulation. Donc, ça me donne l'impression d'une certaine légèreté de la part de nos candidats présidents qui n'ont peut-être pas l'idée de ce que cela représente, les élections pour un pays. Je rappelle, post-conflit pour la République démocratique du Congo, mais toujours en conflit. Nous parlons de post-conflit, mais qui est permanemment en conflit. Un pays qui est menacé, un pays qui est convoité et attaqué. Et là, je dénote le manque de bon sens. Je voudrais parler de bonne volonté, comme Kant, Emmanuel Kant, qui a parlé de la volonté, de la bonne volonté comme la condition première pour diriger un pays, pour faire de la politique, quoi. Cela manque dans les chefs de nos politiques qui se comportent pratiquement en enfant, dans le sens qu'on ne calcule pas les conséquences de nos actions, parce que les élections présidentielles devaient garantir, cimenter l'unité nationale, permettre à la République d'avoir le moyen de résoudre les problèmes sécuritaires en premier, mais et tous les autres problèmes qui touchent à l'intégrité et à la sécurité de notre pays. Moi, je trouve vraiment que nous rentrons dans une zone de distraction avant d'aller dans la zone des turbulences qui va être constituée par ces élections hypothétiques pour certains, certaines pour les autres. Alors,
on devrait penser Congo. On devait penser Congo, que chacun reste focus sur son projet de société, nous dire le moyen qu'il dispose. Pourquoi, en ce moment, on ne parlerait pas des moyens de campagne? De l'argent que disposerait le candidat ou les sources de provenance de leur argent. Voilà le vrai débat des fonds qu'on ne mène pas ici, qu'on aime souvent suivre chez les autres, dans d'autres démocraties, mais chez nous, le président Tshisekedi, Katumbi, Tchani, Mouzitou, où est-ce qu'ils vont tirer leur argent des campagnes? Ils sont financés par qui? Quels sont les politiques, les industriels, les financiers? Qui vont les accompagner? Quels sont les pays qui sont avec tel X? Hier, j'ai vu Mélenchon au Grand Hôtel Kinshasa. Il est venu ici à Kinshasa dans quel cadre? Pour dire quoi? Pour faire quoi? Et voilà. De vraies questions, on ne le pose pas. On est en train de nous berner, de nous distraire avec des tentatives en annulation, quand on sait déjà que notre justice étant ce qu'elle est, elle ne peut pas, la justice de notre pays, et on a vu le procureur après la cour de cassation dépeindre la situation de notre justice je voulais dire en dépeignant, excusez-moi la tautologie, la camarade de copinage qui existe et le trafic d'influence dans la machine judiciaire de notre pays. Est-ce que la question que vous avez posée à Moleka tout à l'heure, quand je vais saisir la justice pour telle question, je suis sûr vraiment d'obtenir gain de cause. Je suis sûr, par exemple, d'obtenir l'annulation de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi. Alors, si vous êtes sûr que ça ne peut pas être possible, je parle en termes d'hypothèse, pourquoi prendre cette démarche? Peut-être qu'on n'a plus rien à proposer, on n'a rien à proposer dans le fond. Proposez-nous, parlez-nous de vous comme candidat, parlez-nous de vos moyens, les moyens que vous allez disposer pour mener votre campagne, l'équipe de votre campagne. Pourquoi on est focus seulement sur l'équipe de campagne de Félix Antoine Tshisekedi? Les gens se battent portillon pour rentrer dans ce cercle fermé des membres de campagne de Félix Antoine Tshisekedi. Mais pourquoi pour cette Kikouni ou pour Théodore Ngoï ou Kemalilo, les autres, j'en passe, je ne voudrais pas, bon excusez-moi, je ne pourrais pas les citer tous. C'est clair, là. On ne se pose pas la question par rapport à l'équipe de campagne de tous ces autres candidats. Non, pas de Des moyens. Mouzitos. Peut-être parce Alors, qu'ils n'ont pas de moyens. posons le problème de fond. Éliminons ce qui peut nous retarder. Enlevons le pesanteur tout au long de notre chemin. Quand nous savons que nous n'avons pas beaucoup de temps. Déjà 5 mois en avance, on devait déployer, les quitter tous les autres. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Les vraies questions, on ne les pose pas et on n'a pas de réponse. Voilà, un élément ajouté. Au fait, en sens politique, il y a ce qu'on appelle les fonctions affirmées, avouées, les fonctions latentes. Parce que lorsqu'on saisit la juridiction, il y a les fonctions avouées, c'est-à-dire les raisons affirmées, à savoir annuler la candidature du président. Mais il y a des raisons qui sont non avouées, qui sont latentes. Ça veut dire remettre en question la crédibilité de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'un opposant saisit la Cour constitutionnelle, ils ne sont pas fous, ils savent qu'il est très probable que la requête soit rejetée. Le problème, ce n'est pas qu'on rejette la candidature du président, le problème, c'est qu'on remette la crédibilité ou l'indépendance de la Cour constitutionnelle. Parce que dès l'instant où la crédibilité de la Cour constitutionnelle est remise en question aujourd'hui, la conséquence, c'est que cette même Cour qui sera appelée demain à régler les contentieux ne sera plus crédible. Malheureusement, sur le jeu politique congolais, qui est basé sur la politique politicienne des jeux de conquête. Autant du côté du pouvoir, qu'on élimine ou non Katumbi, on crée de l'incertitude. Et quand on crée l'incertitude de toute ta candidature, quand tu es incertain, tu ne te prépares pas suffisamment, tu hésites, tu passes pas les commandes pour les impressions, tu doutes. Et tous ces doutes-là donnent du retard à l'organisation et donc ça favorise une sorte d'immobilisme pour ta candidature. Donc maintenant, ce jeu d'incertitude que l'on crée, ou une volonté manifeste d'éliminer, ou encore de remettre en crédit la Cour constitutionnelle, ne participe pas à créer un climat de sérénité. Ça renforce malheureusement un climat malsain qui va nous amener vers un processus électoral très contesté et peu crédible à la fin. Malheureusement. Et c'est cette partie qui amène des éléments qui vont renforcer cette absence de crédibilité du processus à la fin. Deuxièmement, c'est que l'enjeu le plus important, ce n'est pas d'avoir uniquement des élections.
c'est pas le rituel. L'enjeu le plus important, c'est le développement, c'est la stabilité et le développement après. Il y a la stabilité et la gouvernance. Et je suis d'accord avec mon frère, c'est que les acteurs politiques congolais sont loin de comprendre les vrais enjeux de développement. Ça veut dire plutôt que de nous donner un débat présidentiel. Nous sommes à quelques mois des élections. Avoir un débat présidentiel où les candidats vont discuter programme, projet. Depuis les dépôts de candidature, on est toujours sur des questions subjectives. Soit c'est les déclarations que l'on interprète, soit c'est des questions périphériques, et très peu nous ramènent sur le débat de fond, à savoir, qu'est-ce que moi je veux faire? Je veux prendre le pouvoir, pourquoi? Et puisqu'on fouille les débats de fond, on tourne toujours sur des débats qui ne répondent pas aux vrais problèmes des Congolais. Vous voulez être candidat président, qu'est-ce que vous faites pour ramener la paix à l'Est? Oui. Vous faites quoi pour ramener la paix à l'Est? Comment vous faites pour que demain, M23 soit battu, pour que l'EAC soit parti, pour que l'ADF finisse? Ces genre de questions, on vous l'entendrait peut-être pas, pratiquement pas durant le débat entre candidats, mais on sera toujours sur des questions de conquête et moins de gestion. Conséquence, lorsque celui qui prendra le pouvoir après les élections prendra les rênes, il aura de l'impréparation, parce qu'il n'aura pas préparé sa gestion, parce qu'il n'aura peut-être pas choisi les bons hommes pour l'accompagner. Après, on perdra 1 année ou 2 ans à tâtonner. Et après, on va dire que le temps du mandat, il est court. Il faut ajouter 3 ans pour diriger plus longtemps, alors que nous perdons le temps dans la préparation de la gouvernance. Voilà, j'allais compléter justement. On parle du juridique, on parle de politique, mais une société n'est pas faite uniquement de droit et de la politique. C'est-à-dire, il y a aussi la perception. Il y a ce qu'on appelle l'hypothèque sociale. C'est-à-dire que tous ces juridismes, tous ces politiquement corrects, où j'en passe, tout cela, leur incidence dans la vie de chaque jour. Nous avons des candidats, oui, des valeurs avec des diplômes, d'autres non, avec beaucoup d'argent, d'autres non. Mais qu'est-ce que nous voulons faire de ce Congo? Je rappelais tout tantôt ici que nous sommes un pays convoité, un pays envié, un pays en guerre, on en parlera ici. Est-ce que le candidat, nos candidats là, qui pensent avoir le droit, parce que conféré par la Constitution, d'attaquer tel et tel, est-ce que sommes-nous conscients que l'organisation des élections, c'est pas seulement le fait des Kadima et de la CENI? Nous tous, nous devons apporter notre bonne volonté, et puis c'est que nous avons de mieux pour sauver ces processus. Perdre ces processus, ça ne sera pas à l'avantage du Congo. Ou vouloir prouver, comme mon ami a dit tout à l'heure, le caractère vil de la Cour constitutionnelle va réjaillir positivement sur le pays. Parce que nous sommes un pays attaqué. On parle de 25 millions volés, mais tout ce qu'on vole tous les jours en contrebande, qui les quantifie, qui les calcule? Alors, vraiment, j'ai comme l'impression que nous sommes en train de perdre du temps et que nous avons des marmailles, des garnements qui voudraient prendre la reine du pays juste pour proposer quoi? Pour ne rien proposer. Montrer tout simplement que Félix Tshisekedi a mal travaillé et nous sommes là pour le remplacer. Et à part le fait de vouloir le remplacer, qu'est-ce que nous proposons? Pas grand-chose. Votre discours, votre parti politique, et je parle de moyens, les sérieux des candidats, de leur gouvernance future, doivent commencer dans l'organisation de leur campagne. Ils ont quoi comme document de base qui sous-tend leur candidature? En dehors de leur CV. Ils ont combien dans leur compte? Ils ont combien en banque? Je disais, c'est très important de le dire parce que apparemment, je fais le monitoring des médias ici. Personne ne pose ces questions. C'est ce genre de questions que nous sommes en train de poser ici. Vous êtes candidat. Demain, si je vous mettais, on organisait un débat ici à CCTV entre candidats, ils vont dire quoi? Où est-ce qu'ils ont l'argent? Qui leur donne l'argent? C'est quelle entreprise? Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent ici au Congo pour couper les arbres et pour voler. Est-ce que ces gens ne viendraient pas derrière certains candidats aujourd'hui pour mettre de l'argent pour demain qui continuent à voler? Nous devons être vigilants au plus haut niveau, pas seulement au niveau des CV, pas seulement au niveau des cours et tribunaux, pour voir qui est qui a fait quoi, mais ceux qui vont déterminer le choix des Congolais demain, malheureusement, c'est une contradiction, mais je dois le dire, ce sont qui vont apporter de l'argent dans cette campagne, et ces gens-là, on ne les connaît pas. Merci Serge Ntseka. On parle de 25 millions, détournement présumé, 25 millions, Albert Yuma, de Gracias Mutombo interdit.
de quitter la République démocratique du Congo. Je reste avec vous, Serge. Et puis, leurs biens sont gelés au niveau des comptes des banques commerciales. La décision du premier président de la Cour de compte qui a été, après l'audit de l'IGF, Serge Nteka, comment vous avez perçu cette décision? Le rapport de PAM d'il y a quelques temps avait fait état de près de 7 millions d'enfants congolais qui souffriraient de la malnutrition. 7 millions d'enfants qui n'ont pas le moyen de manger dans un pays qui devait être un paradis, un grenier pour le reste de l'Afrique et du monde. Parce qu'un pays comme Israël, qui est vraiment sur les déserts, mais qui produit des fruits et des jupes, des fois qui nous parviennent ici. Mais nous avons l'eau, nous avons 80 millions de terres arables, nous avons le soleil, nous avons tout ce qu'il faut pour produire. Mais nous avons des enfants qui sont malades, qui sont malnutris. Et à côté, on attend cette musique des détournements. Mais ça part de 1 à 500, à 1 milliard. Maintenant, là, on 25 millions de dollars. Non, je parle de la série. On a parlé de 500 millions, on a parlé de 15 millions, on a parlé de 57 millions. On a Boukangalon, c'est combien, je ne sais pas. C'est-à-dire, ce ne sont que des millions. Et si vous êtes à l'extérieur du pays, vous aurez l'impression que dans ces pays, il coule des millions. Alors que des journalistes, alors que les enseignants, alors que les militaires, ils vivent comment? Ils vivent de quoi? Et je ne sais pas pourquoi seulement maintenant on doit poser ces problèmes-là, les 25 millions. Bon, je ne veux pas interférer dans la justice, mais ces gens-là ont des adresses connues, ils sont connus. Pourquoi toutes ces dispositions qu'on est en train de prendre à l'endroit de Gracias Mutombo et de Yuma et de tous les autres là, et c'est seulement pour 25 millions parce qu'à la GECAMIN par les passés, il s'est posé un problème de beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup de polémiques qui avait amené même à l'éviction de Yuma dans un premier temps, de la GECAMIN et même de la FEC, mais il est revenu à la Zoro. Et maintenant pour 25 millions, loin de moi l'idée de minimiser 25 millions, mais si on devrait enquêter par rapport à ces noms-là, parce que Deogracias Mutombo a été notamment cité comme renseignant dans le procès Sanjou, et là c'était pas 25 millions, et Yuma, il y a eu des transactions par les passés. Pourquoi on ne poserait pas le problème de manière globale? Pourquoi on ne poserait pas le problème sérieusement? Parce que je crois que l'IGF, la Cour de compte et peut-être le Conseil supérieur de la magistrature ont de moyens, pourquoi pas l'Assemblée nationale, de contrôle approfondi. Posons les problèmes une fois pour toutes. Posons. Parce que ça devient inquiétant de voir aujourd'hui, on accuse avec pompe, un peu c'était le cas avec le Zolobambi, avec sa structure, on accuse avec pompe, on arrête avec caméra à l'appui, et puis on libère, on relaxe en silence, et puis la personne reprend tous ses droits. Donc on aimerait voir un peu plus clair, on ne voudrait pas interférer sur un sujet qui est déjà à la justice, mais on aimerait avoir un peu plus d'informations, si c'est seulement pour 25 millions. C'est peu. Non, je ne dis pas peu, mais je pense que je souhaiterais qu'on pose le problème de manière globale, parce que, à mon sens, il y aurait beaucoup de dossiers qui concerneraient ces grands messieurs de la République. N'oubliez pas que ces gens-là, même si on les cite ici, mais ce sont des présumés innocents, donc, et qu'ils devaient jouir de tous leurs droits tant qu'ils ne seraient pas encore condamnés. Donc aller vite en besogne aussi, en les traitant déjà comme des prisonniers, ça serait malhonnête. Mais je dis, mais qu'on pose le problème de manière à ce que demain on les dérange plus, ou qu'on les titille pas, qu'on ne touche pas à leur dignité ni à leurs avoirs, quoi. Donc, voilà. Merci Serge. Alors Christian Moleka, Serge a soulevé le fait qu'il y a eu des détournements précédents, mais qui sont restés sans suite, hein. Et il soulève une question très importante, c'est pourquoi maintenant? Je crois qu'il n'a pas voulu répondre lui-même à la question. Pourquoi maintenant? C'est quand même assez intéressant, parce qu'on parle d'un flux, d'un mouvement financier qui est parti de la GECAMIN vers les comptes de la Banque centrale en juillet 2018. Juillet 2018, nous sommes en 2023, à quelques mois des élections. Ça veut dire que ça fait pratiquement
plus de 7 ans, hein, 6 ans plutôt que ce mouvement a été fait. C'est des détournement de 25 millions. Oui, les fonds ont été versés en juillet 2018, puis la traçabilité n'a pas été retrouvée depuis 2019, et nous sommes en 2023. Pourquoi à 3 mois des présidentielles, cela se réapparaît? Et est-ce qu'il y a un lien entre ce dossier et toute la pression qu'il y a aujourd'hui autour du Katanga et de l'ancien président Joseph Kabila, dont on sait Dieu Gracias Mutombo est très proche? Est-ce qu'il y a un lien entre Gécamine? Moi je pose des questions. Est-ce qu'il y a un lien entre la Gécamine, ce dossier et l'ancien président Kabila? Je rappelle quand même que le même Dieu Gracias Mutombo est également licité dans l'affaire Bukangalonzo, lié à notre candidat qui s'appelle Matata. Pourquoi ce lien apparaît à quelques mois de la présidentielle, pendant que le président sortant semble se radicaliser et que de plus en plus d'attention seront mises sur cette province-là, y compris sur sa personne, et notamment sur son comportement vis-à-vis du processus électoral. Donc il y a un nombre de questions autour de cette problématique qu'il faudrait vraiment creuser pour aller jusqu'au bout. Et je suis d'accord avec Georges Senseka sur le fait que cette justice sélective également n'aide pas le pays. Mais les faits sont réels. Depuis quelques jours, on nous parle de 27 millions qui seraient détournés pour la route à Kasaï. Hein? Il y a beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux sur un montant de 27 millions qui ont été débloqués pour une route et que l'entreprise demanderait des frais supplémentaires alors que les fonds sortis n'auraient pas servi à faire les routes. C'est sur les réseaux sociaux. Alors c'est pour autant... Pourquoi on n'a pas la même attention sur ces genres de dossiers-là? Cette justice sélective et qui donne les sentiments d'une justice politique n'aide pas le pays. Ça veut dire que si vous prenez des différents rapports faits par l'IGF, vous allez vous rendre compte que malgré la bonne foi de l'IGF, tous les rapports qui ont été produits, à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas des gens en prison. On a des procès, puis liberté provisoire, puis ils sont partis. Vous avez une attention très particulière sur les régimes d'avant, sur les gestionnaires des régimes d'avant, et très peu d'attention sur ceux qui gouvernent aujourd'hui. Alors que ça fait 3 mois que nous parlons qu'il y a dans les réseaux sociaux des débats autour des tournements de la ville de Kinshasa. Que ce soit pour le gouverneur ou le président de l'Assemblée. Tout le monde donne des chiffres de tournement. Est-ce qu'il y a une action de justice contre la ville de Kinshasa? Vous voulez dire quoi? Comme il y a d'autres dossiers pendants, on ne doit pas suivre. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il ne faut pas construire le sentiment d'une justice sélective. Dès l'instant où il y a élément d'infraction, le travail du procureur, c'est la recherche d'informations. Mais le sentiment que l'on a à suivre les dossiers au Congo, c'est le sentiment d'avoir une justice très sélective qui choisit les dossiers. C'est-à-dire, on parle des tournements dans la ville de Kinshasa, tout le monde parle d'argent détourné dans la ville de Kinshasa, tout le monde parle, il y a des accusations, hein, et c'est même pas nous. Eux-mêmes, les journalistes s'accusent entre eux et des détournements, personne ne s'y intéresse. Dans les réseaux sociaux, tout le monde parle d'impossibles détournements dans le Kasaï, sous le projet routier, personne ne s'intéresse. Il y a quand même de quoi se poser une question, si c'est que nous cherchons. Est-ce que nous cherchons l'assainissement des finances publiques? Nous cherchons la justice, la vraie, ou il y a derrière une volonté politique de régler des problèmes? Moi je dis qu'à quelques mois des élections, c'est bien que la Cour des comptes se réveille enfin, parce qu'il y a les juges assermentés, qu'ils fassent leur boulot, et c'est bien qu'ils fassent totalement leur boulot pour ne pas construire la perception d'une justice déséquilibrée et à géométrie variable. Mais Christian Moleka, mais à quelques mois des élections, si ça ne peut pas exclure qu'on puisse poursuivre les détourneurs, parce qu'on est à quelques mois des élections. Je suis d'accord. Oui. Tous les détourneurs. Tout. On englobe tout. Tous les détourneurs. Il n'y a pas des petits, des grands, des bons et des mauvais détourneurs. Il y a des détourneurs tout court. Dès l'instant qu'il y a infraction, il faut poursuivre tout le monde. Si on commence à dire bon, mauvais détourneur, c'est plus intéressant. On prend un à un. Ok, d'accord. Mais je pense que la question mérite d'être posée parce que nous sommes en pleine période électorale. Bon, bientôt, nous allons rentrer en campagne. Il va nécessiter beaucoup d'argent. Ailleurs, et je répète, je sais pourquoi je martèle, ailleurs, le financement, le flux financier des campagnes sont surveillés. Parce qu'il dépendra des résultats de demain. Sarkozy, aujourd'hui, est en train de répondre, notamment des accusations de fils Kadhafi, qui a dit qu'il lui a demandé la restitution de l'argent reçu de la Libye. Et l'État français a ouvert
une information judiciaire à l'encontre de l'ancien président. C'est-à-dire que ceux qui ont l'argent, sur qui planent le soupçon de détournement, devraient être entendus de la même façon. Parce que on ne dit pas si aujourd'hui on dit que il y a des soupçons contre vous qui nécessairement que vous êtes coupable de ce dont on est en train de vous reprocher. Mais il est important que la justice se fasse avec équité. La justice puisse apaiser les cœurs et les âmes des Congolais. Et ça ne doit pas se faire de manière sélective. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec moi, les Kaka. Il dit que ça serait un acharnement contre le Katanga. Non, les personnes qui sont citées dans cette affaire ont été dans des postes des responsabilités et surtout ils ont géré les finances de l'État. Le demander des comptes aujourd'hui ne devrait pas être pris pour un règlement de comptes, quel que soit. 6 ans après, a-t-il dit. Mais oui, j'ai été le premier à me poser cette question et à l'approche des élections. Donc je termine mon idée en disant qu'ils étaient proches de l'ancien président, mais c'est normal parce qu'il était le chef de l'État, autant qu'aujourd'hui le gouverneur de la Banque centrale, les responsables de l'EGCAMINE sont en bon terme avec l'actuel chef de l'État. Et si on doit poser les problèmes, on doit soupçonner ou poursuivre, qu'on poursuive de manière non sélective, qu'on poursuive de manière juste. À Kinshasa, on a parlé des 150 millions. Je me pose la question pourquoi on parle de moins en moins de la ville de Kinshasa. On a parlé des 150 millions. Le président Godempo y avance des chiffres. Le gouverneur de Kinshasa a dit autre chose. Les ministres des Finances venaient de... J'ai lu un papier sur les dettes de la ville de Kinshasa. Il parlait des 14 millions laissés par Kimbuta qui seraient déjà apurés, ainsi de suite. Mais pourquoi on ne poserait pas, ou pourquoi les procureurs, la Cour des comptes qui a déjà des magistrats en son sein, ne se saisiraient pas de cette question au lieu que le monsieur soit invité, convoqué et par des amis dans des salons pour discuter. Non. Et on doit donner l'image que dans ce pays-ci, on poursuit quelqu'un, on le poursuit de bonne foi parce qu'il y a des éléments qui plaideraient en faveur de cette démarche. Et c'est ce qui, aujourd'hui, semble poser problème parce qu'il y a Tchilé-Gelou, il y a l'université de Mbujimaï, il y a plein de projets qui n'ont jamais connu de suite ici, le projet RAM. Même les explications, on n'en a jamais, des explications probantes, on n'en a jamais reçu. Alors, on aimerait que la justice soit à la hauteur. Voilà. Alors, il y a l'ODEP, l'ODEP qui a soulevé aussi, l'ODEP qui a soulevé dans un communiqué que j'ai lu, qui dit que la Cour de comptes, dans ce prérogatif, n'a pas le droit d'interdire, de dire à des gens les interdire de quitter les pays ou de geler leurs comptes. Est-ce que vous en... Non, la Cour de comptes aujourd'hui en son sein a un parquet qui peut entendre et à ce titre, je pense que le magistrat peut demander pour question d'enquête, je crois aujourd'hui. Il y a des juges qui ont prêté serment aujourd'hui qui sont opérationnels et c'est un peu comme la justice. Il y a des juges assermentés. Le DEF dit que l'article 39 de la loi organique portant composition, organisation, fonctionnement de la Cour de comptes ne donne malheureusement pas le droit à cette juridiction d'adjoindre la DGM ni les banques commerciales. Toute la loi. De cette manière-là. C'est un débat qui va s'ouvrir. Je voudrais préciser ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'il y avait un acharnement contre le Katanga. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que je me suis posé la question de lien entre l'affaire juridique et le jeu politique aujourd'hui. Et je parle du jeu politique, pas du Katanga de manière générale. Ça veut dire, est-ce que le lien, le rapprochement qu'il y a entre Deogracias Mutombo et l'ancien président, ce procès ne servira pas également de levier politique de pression sur l'ancien président, connaissant sa position actuelle sur le processus électoral? C'est une question que je me pose. J'ai nullement dit qu'il y avait une sorte d'acharnement sur le Katanga. Je me suis posé une question sur le levier politique qui pourrait servir ce dossier sur le comportement de l'ancien président Kabila vis-à-vis du processus électoral. L'ODEP, je n'ai pas lu son communiqué, j'aurais bien voulu prendre en connaissance de son communiqué, mais je crois savoir que la Cour constitutionnelle dispose de juges assermentés qui ont prêté serment. Et il est quand même bon. La Cour de compte. La Cour de compte plutôt. Il est quand même bon parce que pendant un long moment on a parlé de l'IGF.
qui a longuement fait également ce travail. Il est quand même bon d'avoir aujourd'hui la Cour des comptes qui également se réveille, qui se met comme organe technique du Parlement à faire son boulot. Alors, j'aimerais que vous disiez placer un mot par rapport à ce dernier sujet, parce qu'on n'a plus de temps. Oui. L'incursion des militaires rwandais, les drones, les RDC l'ont montré clairement. Votre commentaire, analyse en 1 minute, parce qu'on n'a plus de temps. Oui, je termine, je commence en disant la Cour des comptes, l'IGF, Conseil supérieur de la magistrature, CNRF, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, pour ce qui concerne, ce sont des organes habilités, surtout le contrôle des députés, parce que étant élu du peuple, c'est un contrôle très important, pourquoi ils ne le font pas? Donc c'est la question. Aujourd'hui, madame parlait de l'incursion du Rwanda, c'est comme si on voulait enfoncer une porte ouverte, quoi. Tout le monde sait que le 1-23 et leurs supplétifs sont soutenus, entretenus, blanchis par le Rwanda. Et le compatriote, les Wazalendo qui sont en train d'avancer sur le terrain arrivent comme un cheveu dans la soupe dans le calcul du Rwanda et qui ne se retrouve plus dans sa démarche. Et qu'on arrête nous aussi de faire semblant d'être surpris par certaines déclarations quand on sait que le patron, le boss, les cerveaux pensants de cette désordre à l'est de la République démocratique, c'est le Rwanda, qu'on puisse donner beaucoup de force aux patriotes Wazalendo, parce que toutes ces démarches-là des grands salons, j'ai suivi dernièrement le président angolais à Nairobi en train de demander, de penser à une possible retrait de 1-23 à la suite des déclarations de Kagame, mais ça peut faire plus de 20 ans. Pourquoi les Wazalendo sont capables aujourd'hui de prendre de l'avance plus vite que le FARDC? Ça signifie que dans la démarche de nos forces armées, à un certain moment, il y a des fuites. Il y a des choses qui ne sont pas correctes, alors que les gens qui fonctionnent en vase clos avance beaucoup plus rapidement. Alors si c'est vraiment au nom de la liberté, au nom de la nation que ces compatriotes sont en train de le faire, on les soutient, ils ont notre soutien. Merci Serge Nseka, Christian Moleka, vous avez 1 minute, de toute façon nous allons finir. Il y a quelqu'un qui a dit même pourquoi ces drones, je suis fait un commentaire sur les réseaux sociaux, on doit mettre des missiles dans ces drones au lieu d'observer carrément. Mais parce que le gouvernement a signé un cessez-le-feu avec l'accord de Luanda et que le front s'est stabilisé, qu'il y a une force régionale qui s'est mise en place et que à ce stade le gouvernement a perdu en fait sa capacité offensive. C'est stabilisé, c'est-à-dire le statu quo. Les autres doivent occuper nos territoires et nous sommes contents, nous parlons de stabilisation. C'est un statu quo que nous avons accepté par la voie diplomatique parce que nous n'avons pas réussi militairement à changer la donne. Heureusement qu'il y a les Wazalendo là. Et donc, l'affaire Wazalendo est née parce qu'on a voulu par les solutions militaires pousser l'option politique qui était bloquée. Est-ce que Wazalendo a réussi aujourd'hui de pousser l'option politique? Manifestement pas suffisamment, parce que le rapport de force du terrain s'est stabilisé à nouveau et que le Rwanda a suffisamment encore armé les 1-23 et les drones, les fameux drones, en fait c'est du monitoring. Lorsqu'on est dans la bataille diplomatique, il faut monitorer, documenter pour avoir les éléments de preuve qui vont soutenir votre position. Je crois que lorsque le gouvernement communique, c'est-à-dire qu'ils ont réuni suffisamment d'éléments d'information pour tenir un positionnement. Le problème, c'est quoi le positionnement du gouvernement? Oui, vous avez documenté, vous avez monitoré, c'est bien. C'est quoi les positions? Maintenant que nous avons d'autres éléments de preuve, comment nous agissons? C'est à ce moment-là, c'est à ce stade-là que se posent les problèmes. Parce que la stratégie gouvernementale, elle est un peu, je dirais, elle est peu lisible. Parce qu'il ne suffit pas de s'apitoyer ou de constater par communiqué. Il faut que cette information serve à une action. À savoir, nous rompons peut-être l'accord de cessez-le-feu que nous avons signé à Luanda, et nous prenons telle option. Là, nous allons bousculer les choses. Mais si nous nous contentons à faire comme la MONUSCO, c'est-à-dire constater, à monitorer, eh bien, le statu quo ne va pas évoluer. Je crois que c'est bien de monitorer pour appuyer un effort diplomatique. Après, il faut aller à autre chose. Voilà, merci. Autre chose, c'est Wazalendo. Aller dans ce style-là, et puis je pense qu'on va retourner la vapeur, et puis ça sera l'avantage de la République. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est l'armée nationale qui doit régler. Merci Serge Nseka, merci Christian Moleka.
Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Kiosque et auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique, Yves Letchangé, Bruno Nzinga, Alain Kabongo, Moro Nzambe et les coachs Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Madame, monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.